Et salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de cette défaite 3-1 du FC Metz face à Rennes. Défaite à domicile, donc ça fait un petit peu mal. Beaucoup de choses à dire bien sûr sur ce match entre Metz et Rennes. Des choses en grande partie qui ne nous ont pas trop plu. On va y venir en large et en détail. Pour ce faire, j'ai monsieur Grenat Forever qui est avec moi. Comment vas-tu, Grenat Forever? Bonsoir, monsieur Socket. Écoute, j'avais connu des jours meilleurs, hein, c'est toujours le même sentiment les lendemains ou les surlendemains de défaite. Hein. On sait pas des bons week-ends à passer quand on est supporter messin, quand on a ces résultats négatifs. C'est clair. Surtout qu'en plus, on est sur un petit enchaînement de matchs au contenu plus que moyen. C'est sûr que ça ne donne pas forcément la joie de vivre. Et donc on va essayer un peu de déstresser avec notamment cette analyse de match. Avant de commencer, bien sûr, 2-3 petites choses à vous rappeler. Tout d'abord, dans les commentaires, j'attends votre top et flop. On va bien sûr avec Grenat Forever donner notre top et flop à la fin de ce débrief, mais vous avez bien sûr la parole dans les commentaires. Autre chose, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour nous soutenir. Encore une fois, un grand merci à ceux et celles qui se sont abonnés ou qui vont s'abonner à la fin de cette vidéo-là. Vous avez aussi le programme de ce débrief à l'écran, donc pour un peu résumer tous les points que nous allons aborder sur ce match. Est-ce que tu es prêt, Grenat Forever? Je suis prêt. Tu es prêt, j'espère que vous êtes prêts également, ceux et celles qui nous écoutaient. Nous allons tout de suite parler de la composition des deux équipes, l'aspect tactique. Qu'est-ce que nous a réservé ce cher Bruno Genesio, ce grand tacticien français face à notre équipe de Metz. Donc tout d'abord, Grenat Forever, donc tu as vu certainement la composition rennaise dans un schéma. Alors on l'avait dit en avant-match, Grenat Forever, que même si dans les rapports de match plutôt distillés sur les matchs précédents, ils avaient indiqué plutôt une équipe de Rennes qui jouait avec deux pivots, et on avait constaté durant l'avant-match que on avait très souvent Nzonzi, tu sais, qui était un peu plus dans ce rôle de sentinelle, enfin un peu plus en retrait par rapport, tu sais, à un Kamavinga. Et on disait, ben ouais, en fait, effectivement, y a ce point-là à surveiller parce qu'un Kamavinga va bien sûr très souvent vers l'avant. Et on avait noté aussi que justement cette équipe de Rennes, lors de sa victoire contre Strasbourg, aimait bien passer par, tu sais, l'axe du terrain. Et qu'ils s'étaient fait un peu, contrairement au match précédent, ils avaient un peu renié, tu sais, le travail sur les côtés. Ils avaient beaucoup plus tapé dans l'axe du terrain contre Strasbourg et ça avait fonctionné pour eux. Et donc finalement, quand tu vois cette composition rennaise, il n'y a pas vraiment de surprise par rapport à ce qu'on avait prédit lors des matchs précédents, puisque c'est carrément, en termes humains et même de formation, la composition similaire à celle contre Strasbourg une semaine plus tôt. Bruno Genesio restait fidèle à l'adage qui veut qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Donc c'est ce qu'il a fait à Metz. Il a eu raison. Il a retrouvé le goût de la victoire contre Strasbourg. Donc pourquoi changer potentiellement alors que tu pouvais en avant-match créer une potentielle dynamique. Donc assez logique de sa part d'avoir, en tout cas au coup d'envoi, tenté cette composition d'équipe. Effectivement, oui. Donc, je dis ça parce que on avait dit Grenat Forever, tu sais que lors des matchs précédents, un entraîneur comme Moulin, entraîneur d'Angers, était venu à Saint-Symphorien avec une idée tactique nouvelle, notamment au milieu de terrain, et donc c'était un peu adapté à ce que faisait le FC Metz. On est d'accord? Un peu aussi peut-être par rapport à ce qui s'est passé contre Lens, où on a vu notamment la présence de Fofana, pour peut-être justement un peu casser cette ligne du milieu de terrain, vu que Metz joue avec un double pivot, peut-être aurait eu du mal face à un milieu de terrain qui casse tellement bien les lignes comme Fofana. Et donc on avait vu une petite adaptation à ce niveau-là. Et là, c'est ça que finalement, qu'on a Forever, bah ouais, Genesio, même tactiquement, ne va pas chercher à s'adapter au FC Metz, tu vois. Il va pas changer son système défensif. Donc effectivement, il reste un peu dans l'idée de départ qui s'était fixée par rapport au match contre Strasbourg, un match précédent où il avait gagné le match. Et donc c'était un peu, voilà, finalement, une continuité, et tu l'as très bien dit, de ce qu'il avait mis en place contre Strasbourg. Quand on regarde le FC Metz, Grenat Forever, alors évidemment, nous, très intrigués, parce qu'on se dit, il y a eu ce qui s'est passé les matchs précédents, le match contre Lens, le match contre Angers, où on a vu des problèmes. On a vu des choses où ça allait pas très bien, le milieu de terrain, notamment contre Lens, qui avait été un peu mis à mal. Enfin, on avait beaucoup parlé évidemment de ce match contre Lens. Il y a aussi le retour, bien évidemment, on l'avait dit dans l'avant-match, mais le retour des joueurs suspendus. Kouyaté, 111. Petite question quand même qu'on se posait, c'est que, ok, 111 va reprendre le côté droit. Le côté gauche, qui ça va être? Est-ce que ça sera Udol ou est-ce que ce sera
un Thomas Delaine, bah, in fine, il reste sur l'idée de continuer avec Thomas Delaine qui a un peu sauvé le FC Metz, si on peut dire, notamment contre Lens. Hein. Non, puis il marche sur l'eau en ce moment, du moins offensivement. Il est dans une forme tellement étincelante que c'est un choix entre guillemets logique, vu là en fait la situation où on était, ce besoin de retrouver la victoire, de mettre à Thomas Delaine un profil un peu plus offensif qu'un Mathieu Hudol. C'est ça, oui, effectivement. Donc, comment je peux dire ça? Quand il y a la volonté de gagner, ça se comprend, tu vois, de mettre un Thomas Delaine. Quand il n'y a pas forcément la volonté d'aller marquer, ou alors elle est peut-être effective en transition éventuellement, et c'est là où qu'en transition, un Thomas Delaine est quand même beaucoup plus fort qu'un Mathieu Hudol, hein, il faut être honnête, hein, en transition offensive. Mais tu as raison de préciser que défensivement, on n'est pas sur la même certitude qu'un Mathieu Hudol. En tout cas, voilà, il y aurait eu un sentiment un peu d'injustice de se priver de Thomas Delaine quand tu vois les matchs précédents où Thomas Delaine te sauve. Je pense qu'on est d'accord. Hein. Non, mais clairement. Même si, je tiens à préciser, même si tactiquement c'était pas la meilleure solution possible, tu vois, de mettre un Delaine plutôt qu'un Hudol. Genre ça se discute encore aujourd'hui, tu vois, de mettre entre l'un ou l'autre. Mais ça aurait été injuste pour Delaine quand même de se mettre sur le banc alors qu'il y a ce qui s'est passé les matchs précédents. Ah non, mais clairement. Après, c'est aussi le scénario et la forme du moment qui fait que Delaine est titulaire. Si on était dans une situation peut-être un peu plus confortable, peut-être que mettre un Mathieu Hudol pour essayer plutôt de jouer défensif, ça aurait aussi été opportun. Là, c'est vraiment dicté par rapport à la forme du moment et à la forme à la forme de l'équipe au classement. Oui, bien sûr. Au milieu de terrain, on avait dit, alors, pareil, il faut revenir à ce qui s'était passé contre cette équipe de Lens, où on a décidé de retirer un attaquant pour mettre un milieu de terrain supplémentaire. Et le débat était né notamment durant l'avant-match de cette rencontre contre Lens, de se dire, ok, aujourd'hui, Frédéric Antonetti a un panel en termes de milieu de terrain assez important, puisqu'il a Sarr, Maïga, Pajot, Boulaya, qui sont à disposition et qui sont peut-être les éléments, je dirais, les plus potentiellement, tu sais, postulables pour être un poste de titulaire, en fait, hein, tout simplement. Et donc, on se demandait s'il revient à un système un peu plus posé au milieu de terrain, avec 3 milieux de terrain et non 4 comme Lens. Il va bien falloir qu'il sacrifie quelqu'un. Et nous, on s'était posé la question, avec Grenat Forever, on s'était dit, bon, qui va être l'objet du sacrifice rituel? Est-ce que ça sera Pajot? Vu que Pajot revient encore une fois d'une période où il était blessé, il a peut-être pas encore totalement retrouvé, tu vois, son niveau d'avant sa blessure, donc peut-être qu'il y a une discussion là-dessus. J'avais dit, moi, dans un aspect un peu what the fuck, peut-être que Boulaya sera sorti. On ne sait jamais. Tu vois, vu que Boulaya était aussi un peu dans le dedans depuis les matchs précédents, mais tu avais très bien dit que c'était un facteur X qui pouvait quand même te reverser le match par son talent. Il y a un troisième choix qu'on n'avait pas envisagé, c'était que Monsieur Sarr soit dégagé du milieu de terrain. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que tu es surpris au final que Sarr ait fait l'objet de ce sacrifice rituel de la part de Frédéric Antonetti? Surpris, oui. Si on prend la forme du moment, évidemment, très très surpris. Je m'attendais pas à ça. Je pense que personne ne s'y attendait. Après, est-ce que c'est un choix légitime par rapport à ce qu'on avait envie d'avoir au début de saison, quand certains joueurs qui sont là dans le 11 sont à 100%, peut te dire que du coup il avait envie aussi de voir enfin son Vincent Pajot avec Abim Maïga, qui n'a jamais pu essayer dans ce système à 5 dans un double pivot ensemble. Et ça c'est très important, tu l'as très bien dit. Il avait jamais pu tenter ce Maïga Pajot vraiment dans l'esprit de double pivot sur une période tu vois, importante. Et parce que même finalement quand il avait fait son petit retour, son petit comeback, c'était durant le mois de novembre, hein, si je me trompe pas, Grenat Forever. Il fait son petit comeback où, tu sais, lors du match contre Nantes. Le match à Nantes. Maïga n'était même pas pour le coup au milieu de terrain puisqu'il était au poste de latéral droit, enfin, tu vois, donc en fait, effectivement, même depuis son comeback, il n'avait pas pu vraiment, et surtout dans le double pivot, tu as raison de le dire, le double pivot n'avait pas montré un peu l'étendue de son efficacité avec justement ces deux joueurs-là. Donc là, pour le coup, on a un élément de réponse, et on va en parler juste après, bien sûr. Boulaya, pour aider ces deux milieux de terrain, notamment, à essayer d'organiser les choses. Quand on regarde l'attaque, on avait dit, Grenat Forever, qu'on était pas forcément très très chaud de voir un Wagner titulaire, parce que je vous avoue que
Moi-même, quand on prend un peu les performances de Wagner Diaz depuis notamment sa présence en tant que titulaire, mais même ses rentrées en jeu, on constate que finalement, là où il a été le plus décisif, même le plus impactant directement dans le match, c'est quand il rentre en jeu. Bien sûr, souvenez-vous du match contre Brest, souvenez-vous aussi du match contre, si je ne me trompe pas, contre Bordeaux, Grenoble Forever aussi. Non, c'est contre Bordeaux. C'est ça, contre Bordeaux. Donc on a quand même un joueur qui, quand il rentre, est impactant, mais quand il est starter, et notamment quand il a été isolé comme il l'a été contre Lens, là on est un peu plus dans la difficulté parce qu'on constate que face à une défense de Ligue 1 qui est carrément sur lui, vu que lui est très isolé dans l'attaque, il sait pas malheureusement trop se démerder, et c'est un peu normal, je dirais, parce que c'est pas forcément le profil même d'un joueur comme lui, tu vois, de se démerder à la pointe, isolé de ses autres joueurs, de ses autres coéquipiers. Et donc il a été encore une fois aligné dans cette attaque messine, accompagné de monsieur Lamine Gueye. On parlait notamment lors de l'avant-match. Là, ce qui était intéressant, Grenoble Forever, spoiler tout de suite pour un peu mettre les choses en place, c'est que depuis certains matchs, l'attaquant qui accompagnait, tu sais, notamment à Wagner, était plutôt collé à Wagner. Tu vois, on sentait vraiment deux attaquants qui se répartissaient une zone bien précise, et on voyait pas vraiment, tu sais, de l'esprit notamment du 3-4-3 hybride qu'on avait évoqué il y a quelques semaines. Tu sais, on disait que le 3-4-3 hybride, c'est quoi? C'est un mec en pointe et c'est un ailier qui est vraiment excentré par rapport à l'attaquant de pointe, et c'est un peu le nom que l'on avait donné à cela. Mais chose que l'on ne voyait plus trop les matchs précédents, où on voyait plutôt les deux attaquants qui étaient les uns à côté des autres, beaucoup plus dans le jeu axial. Là, pour le coup, Grenoble Forever, petit spoiler, mais Lamine Gueye joue vraiment ailier excentré sur ce match contre Rennes. Hein. Ouais, ce poste qu'il affectionne beaucoup, hein, les derniers. Lui, quand il est par contre titulaire, c'est vraiment un mec qui va te coller la ligne. Hein. Ça, c'est Lamine Gueye, c'est du Lamine Gueye dans le texte. Puis on s'attendait à sa titularisation, moi je l'avais dit. Pour moi, c'était sûr, il avait joué 0 minutes à Lens. C'était là notre attaquant le plus impactant ces derniers temps. Donc, en toute logique, c'est lui qui a commencé, quoi. Ouais. Alors, je sais que certains ont pu parler notamment de Leia Iseka, qui finalement, peut-être dans ce contexte de match, aurait peut-être été un peu mieux par rapport notamment à comment a joué l'adversaire, qu'un Wagner Diaz. Mais c'est vrai que ça va avoir une influence quand même sur le contenu du match. Le fait que Lamine Gueye soit très excentré et donc très très éloigné d'un Wagner Diaz dans le match va notamment contribuer au fait que sur la retombée des seconds ballons, par exemple, tu sens pas l'un qui va aider l'autre. Hein, tu vois. Et donc ça va beaucoup jouer, mais on va pas aller tout de suite sur le match. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que composition qui finalement est un peu toujours dans la même logique que ce que l'on a vu pendant de très nombreux matchs depuis la reprise. Hein. Encore une fois, c'est pas non plus quelque chose de surprenant. C'est peut-être là un des problèmes dont on va soulever par la suite. Mais c'est vrai que c'est un peu ce que nous a réservé Frédéric Antonetti. Tactique, composition, c'est une partie qui est terminée. On va passer maintenant à l'analyse du match même. Et là, je vous propose qu'on soit plus dans l'esprit un peu talk, que l'on discute avec Grenoble Forever, et que vous-même dans les commentaires, vous me dites un peu vos impressions générales sur ce match. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a le plus énervé? Ce que vous avez le plus apprécié? On va pas forcément faire d'analyse à proprement parler des buts. Je pense, si j'ai le temps cette semaine, je ferai peut-être une analyse de l'un des buts, soit le but marqué par Metz, le but de Yad, soit notamment le premier but encaissé par Metz, qui a été encaissé, si je ne me trompe pas, par, je prends mes petites notes tout de suite, par c'est Doku, Jérémy Doku, pour le coup. Donc j'hésite encore, mais il y aura certainement une vidéo analyse sur un but en particulier, donc on va rester vraiment dans l'esprit talk pour l'analyse de contenu de ce match. Grenoble Forever, j'aimerais que tu me résumes un peu, mais vraiment, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Et ça te fait rire. J'aime bien ça quand ça te fait rire. Moi, je m'attendais vraiment à une réaction après le match à Lens, vraiment un match plein, et on a eu un match sans, peut-être l'un de nos plus mauvais matchs à Saint-Symphorien, et pourtant, il y en a eu des pas bons. Mais c'était pas une équipe rennaise qui... Elle a fait son match, hein, l'équipe rennaise, mais je les ai pas trouvées étincelantes. C'est pour ça que... C'est en partie, je pense, nous qui un peu donnons le bâton pour se faire battre. On a été très moyens, très médiocres à tous les niveaux, que ça soit défensivement, offensivement, beaucoup trop de déchets techniques. Enfin, on va en parler, mais le tout cumulé fait que ça donne
cette purge côté Messine qu'on a vu pendant 90 minutes et surtout, j'ai envie de dire aussi pendant une demi-heure à 11 contre 10, on a rien vu. Alors, on n'a rien vu, mais quand même, bon, on va pas se parler de ça. Je vais parler du fait que notre coach a dit quand même qu'il a vu une équipe de Metz qui allait vers l'avant et qu'il a aimé, il a aimé retrouver cette équipe-là. On va peut-être parler des propos d'après-match vers la fin, hein, parce que ceci c'est un point assez intéressant. Mais t'as raison, c'est vrai que si on reprend les choses dans l'ordre, Grenade Forever, il y a première chose, je dirais la première mi-temps qui pour le coup est très vrai, enfin comment dire, est presque un copier-coller, bah tu sais, de ce qu'on a pu voir du match contre Lens, du match contre Angers, où là pour le coup tu sens une équipe de Metz qui bah déjà a peur d'aller vers l'avant, ou ne veut pas aller vers l'avant, ça c'est toujours un grand mystère, hein, ou ne peut pas aller vers l'avant. Est-ce que physiquement cette équipe de Metz peut aller vers l'avant? Je pose le sujet là, hein, bien sûr, mais en tout cas, on ne sent pas cette équipe de Metz qui veut prendre à domicile le jeu vers l'avant, accompagner les actions offensives, et on se retrouve donc encore une fois qu'on a Forever avec ce pauvre Wagner Diaz qui est isolé de ses autres compères, éloigné aussi d'un Labine Gueye, qui comme je l'ai dit, étant ailier un peu ailier si l'on veut, mais en tout cas un attaquant vraiment externe au terrain, fait que quand il y a la retombée des ballons, quand on balance, parce qu'en plus on balance sur un joueur qui mesure 1m68 face à, je rappelle, une défense centrale côté rennaise, enfin côté rennais plutôt, composée notamment d'Aguerre et de Da Silva, qui sont pas non plus des gentils monsieur quand tu dois aller au duel aérien avec ces, tu vois, c'est là où. Est-ce que tu penses vraiment qu'ils ont compris ce qui avait pas marché lors des matchs précédents, Lens, Angers, on peut même remonter plus loin, et au contraire ce qui avait marché, alors que finalement on constate que ce qui a marché, on l'a pas retrouvé sur ce match, quoi, encore une fois. Ah bah non, on l'a pas retrouvé et pourtant bah, il avait remis un attaquant, il avait remis un milieu, il avait remis quand même Vincent Pajot et Abim Maga, donc on pouvait quand même s'attendre à avoir au moins un des deux, je sais pas, jouer un peu ce rôle de distributeur de ballon, comme Vincent Pajot avait l'habitude de faire dans un milieu à 3. Ça malheureusement on l'a pas vu, voire pas du tout, hein, on peut le dire. Hein. J'ai pas vu une seule fois Vincent Pajot essayer de distribuer le jeu ou de refaire remonter son bloc. Alors est-ce qu'il ne peut pas, ou est-ce que son état physique du moment fait qu'il ne peut pas le faire? Ça, je n'en sais rien. Mais on n'a pas retrouvé les ingrédients qu'on avait vus en la première mi-temps à Nice ou la deuxième mi-temps contre Bordeaux notamment. Ouais, c'est ça. La première mi-temps est vraiment le symbole de ce qui n'a pas été lors de ces matchs. Et pour le coup, Grenade Forever, finalement, quand tu vois cette première mi-temps, Messine qui se termine avec 0 tir cadré et surtout 0 tir tout court, ça met quand même un peu, tu sais, du plomb dans l'aile, notamment d'un certain coach dont on parlera après, qui a quand même sorti qui a sorti à ses joueurs, hein, notamment que la première mi-temps avait été bonne. Aïe aïe aïe. On est d'accord que la première mi-temps, Grenade Forever, elle est pas bonne du tout, quoi. Hein. Pour le coup, non. Non, mais les demi-temps, mais oui, surtout la première, parce que elle est pas bonne offensivement parlant, puis défensivement, tu leur donnes vraiment on peut le dire, les deux buts. Hein, Rennes n'a même pas eu besoin à se construire ses buts, on leur donne carrément les deux buts. Donc, à partir de ce moment-là, quand tu tires 2 balles dans le pied et que derrière, tu n'arrives pas à revenir au score parce que tu n'es pas bon offensivement, bah, ça donne ce qu'on a vu en première mi-temps. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Alors, tu parlais un peu des buts, j'aimerais un peu faire, à travers cette histoire des buts, un peu une transition vers, notamment, y a un des joueurs qui cristallise beaucoup, notamment ces deux buts, parce qu'il joue quand même un rôle sur les deux premiers buts encaissés par Metz, c'est évidemment Monsieur Pajot. Qui pour le coup, je ne vais absolument pas être celui, je pense pas que c'est le cas pour toi, Grenade Forever, on va pas être les personnes qui vont en faire le bouc émissaire de la défaite Messine. Même s'il a, on peut le dire, plutôt raté son match, mais il faut quand même pas en parler. C'est vrai que ce milieu de terrain, notamment sur le premier but, je vais pas en faire l'analyse, mais on voit que notamment, tu sais, le suivi de l'action défensive côté Messin, donc cette action offensive rennaise qui aboutit au but de Doku, ce manque de suivi des Messins est très criant de cet attentisme en fait de la défense, alors que pourtant Grenade Forever, finalement, c'était un peu notre force de frappe première, notre défense. Tu sais, une défense qui non seulement est très
solidaires les uns des autres, très tu vois, compacts et qui laissaient quasiment pas rentrer les adversaires dans la surface de réparation. Hein, et pour le coup, ils rentrent très facilement, trop facilement, je dirais, dans la surface de réparation sur le premier but. Et même à cela, l'aspect, je dirais, manque de discipline de nos défenseurs et de nos milieux à vocation un peu défensif dans leur jeu, comme Pajot qui va te faire ce tacle qui, pour le coup, est un peu dans le même esprit que le tacle que fait 111 sur Guiri contre Nice. Un peu un tacle inutile qui en plus donne un tacle raté pour le coup et qui en plus fait faute sur un joueur de Rennes et qui donne le penalty pour Rennes. Est-ce que tu es d'accord que cette première mi-temps, c'est aussi c'est le symbole de ce manque de solidarité défensif et ce manque de discipline défensif également? Ah bah oui, non, mais le premier but, pour moi, c'est criant. Alors, il y en a qui vont me parler d'une position de hors-jeu, d'un hors-jeu de position. C'est faux. Mais J'ai non, vérifié la règle, il n'y a pas hors-jeu. non, mais j'ai envie de dire, mais c'est peut-être, mais il ne faut quand même jamais s'arrêter. On sait C'est jamais ça. avec l'arbitrage. Il faut toujours continuer, même dans le doute, même si on a fait un effort pour rien, qu'après l'arbitre siffle hors-jeu, bah c'est pas grave. Au moins on aura fait l'effort et dans des situations comme ça, on l'aura pas fait pour rien. Là, le moment d'inattention entre guillemets à regarder peut-être si Kouyaté remet en jeu ou pas en jeu, bah, ça se paye cash. Puis après, c'est encore un centre en retrait où les mecs ne reviennent pas assez vite sur le porteur de balle. C'est encore une. Ça, c'est du vu et du revu. Maïga et Pajot, en fait, qui ça, suivent c'est pas pas Doku, en normal. fait. Bien sûr. Les mecs devraient le savoir. Bien sûr, ils suivent absolument pas Doku quand Doku passe devant eux, tu sais, sur la passe de Terrier. Hein. Ils le suivent pas, hein, ils le laissent partir. Hein. Et pour le coup, c'est un peu un reproche que j'avais fait, je m'en souviens, à Sarr, sur un des matchs où il n'avait pas suivi, notamment Cahuzac, tu sais, où il l'avait un peu laissé partir. Et là, c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire que cet attentisme et ce manque de solidarité défensive, tu le payes cash, quoi. Et pourtant, c'était ta grande force depuis des semaines. Depuis des semaines. C'était ta grande force, notamment, on se souvient, durant le mois de décembre, janvier, hein, où là, pour le coup, on n'a pas retrouvé ça. Et donc, c'est très problématique parce que je rappelle que le système à 5 défenseurs repose surtout sur l'idée on ne prend pas de but. Quand on a mis en place ce système-là, qui je rappelle est un changement de système contraint parce que notamment il y avait eu beaucoup de blessés au milieu de terrain, hein, et il faut pas l'oublier, notamment la blessure de Pajot, hein, qui a beaucoup joué dans ce changement tactique. L'objectif d'un tel système, c'est de ne pas prendre de but avant tout. Et là, pour le coup, non seulement tu n'arrives offensivement, vu que ton système est très défensif, tu sais que tu n'auras pas beaucoup d'opportunités offensives à exploiter, mais par contre, tu dois être impeccable défensivement. Et là, pour le coup, défensivement, tu prends 2 buts en première mi-temps et donc tu vas contrairement dans l'intérêt, dans l'esprit même de ton système. Et en plus, tu dois revenir dans le match à un moment où tu prends encore un but en première mi-temps et que c'est malheureusement pas la première fois où Metz prend un but en première mi-temps. Déjà contre Lens, Metz prend aussi 2 buts en première mi-temps, hein, contre cette équipe de Lens. Contre Angers, on prend aussi le but en première mi-temps, fin de première mi-temps. Donc ça commence à faire beaucoup comme ces matchs où Metz encaisse le premier but, tu sais, en première mi-temps, et c'est vraiment très problématique. Et en plus, c'est ça que le fait de jouer à domicile n'aide absolument pas. Donc ça, c'est un peu, je dirais, l'esprit un peu compliqué que l'on a sur la première mi-temps et qui malheureusement ne nous aide pas pour la deuxième. Sauf que Grenade Forever, la deuxième mi-temps, alors on s'attendait à ce qu'on voulait une réaction, évidemment. On a eu la réaction. Mais j'ai envie de dire, on est bien aidé quand même par ce carton rouge obtenu en faveur du FC Metz, donc contre Rennes, hein, ce carton rouge de Jérémy Doku qui fait un tacle absolument catastrophique sur Thomas Delaine, hein, je pense que vous l'avez très bien vu pour ceux qui ont pu le revoir, et qui là intervient à la 51e minute de jeu, on est d'accord. Première action quasiment messine dans le match, intervient à la 54e minute de jeu. Donc on est bien aidé par cette exclusion rennaise, hein, qui nous pousse cette fois-ci à aller enfin un peu plus vers l'avant. Maintenant, Grenade Forever, est-ce que tu penses que s'il n'y a pas ce rouge, peut-être que Metz aurait continué, tu sais, un peu cet état amorphe que l'on a vu notamment contre Lens il y a une semaine? Je pense pas. Je pense qu'on aurait quand même eu une réaction, mais une réaction, est-ce qu'on peut vraiment parler de réaction? Plus une. Les faits de jeu font que en fait, tu es obligé à 11 contre 10, inconsciemment, Rennes recule dans la gestion, et forcément Metz ne va pas jouer dans sa partie de terrain étant un joueur de plus et étant mené 2-0.
Mais je pense que même à 11 contre 11, il y aurait eu une mini-réaction, mais en étant toujours peut-être avec autant de déchets, comme on l'a vu sur toute la durée de cette deuxième mi-temps, parce que tu arrives à remonter le ballon, à essayer de te créer des opportunités, mais dès que tu arrives dans les 25-30 derniers mètres, tu fais tellement des mauvais choix et tu as tellement de déchets techniques que bah, ça donne ce qui est donné, c'est-à-dire aucun tir cadré jusqu'au but de Papa Ndiaga quoi. Alors, il y a quand même un tir cadré juste avant le but de Yad. Cette frappe un peu, bon, la frappe de Sarr, tu sais, à la 87e, qui est à ras de terre, mais qui est, bon, elle est anecdotique, je suis d'accord avec toi, hein, mais t'as raison sur le fait que, contrairement à la première mi-temps, Metz a eu la première mi-temps de Metz n'a tiré que 0 fois au but. 0 tir cadré. Là, deuxième mi-temps, Metz tire beaucoup plus dans le match, mais avec toujours ce truc où Metz n'est pas vraiment, on va dire, en position à chaque fois, tu sais, de vraiment cadrer ses frappes efficacement. On a vu, je crois, une incursion de Delaine sur le côté gauche messin, tu sais, où la balle passe juste au-dessus. Donc c'était un peu le mini-espoir. Sur la deuxième mi-temps, Metz tire en tout 14 fois, tu vois, contrairement à la première où Metz tire tout simplement que 0 fois. Mais tu l'as très bien dit, très peu de frappes cadrées. Et finalement, Grenade Forever, la situation c'est que Metz s'est mené 2-0 et notamment les premières minutes, tu sais, elle passe, et on arrive à la 60e minute de jeu. Et moi, je me souviens que avec toi, avec qui j'ai pu regarder la rencontre, avec notamment un autre compère à nous, Alexis, que l'on salue s'il nous écoute, avec qui on a pu regarder le match, on se dit, mais bon, c'est le moment où Antonetti va réagir. Metz s'est mené 2-0, on joue toujours avec le frein pour aller vers l'avant. Il faut avoir une réaction, je dirais, au niveau des changements. Peut-être, je sais pas moi, est-ce qu'il faut pas repasser un système à 4, retirer un central pour mettre peut-être un milieu de terrain supplémentaire, ou même, tu vois, ou un attaquant, je ne sais pas, mais changer un peu la mentalité, parce que là, ce qui se passe n'est absolument pas, ne va pas dans la bonne direction. Et finalement, Grenade Forever, le premier changement messin, les premiers changements messins, mais le premier intervient à la 68e minute de jeu. C'est un remplacement poste pour poste, quand même. Léa Iseka qui remplace Wagner Diaz. Et là, il y a deux choses qui mènent à l'esprit. C'est premièrement du poste pour poste, ok, très bien. Même pas, tu sais, un ajout d'un deuxième attaquant. Et voilà, et les autres changements sont par la suite, à la 73e, il y a 3 changements qui sont faits par Antonetti. Udel qui remplace Boy, Yad qui remplace Gay et Sarr qui remplace Delaine pour donc le retour du système à, si je me trompe pas, Grenade Forever à quoi, à 4 défenseurs, hein, tout simplement, hein, puisque tu sors donc John Boy pour faire entrer Udel et donc permettre donc Udel remplace Delaine qui lui est sorti et remplacé par Sarr, donc avec notamment Yad qui est sur le côté gauche si je me trompe pas. Quand il rentre en jeu, pour essayer quelque chose de nouveau. Mais encore une fois, Grenade Forever, on est d'accord que ce changement de mentalité n'intervient qu'à la 73e minute de jeu. C'est-à-dire qu'à 20 minutes de la fin, le coach décide à changer tactiquement alors qu'il est mené 2-0. Est-ce que c'est pas un peu tard quand même ce genre de changement ? Un peu tard, il aurait dû certainement le faire dès le rouge de Doku, c'est-à-dire réagir quasi instantanément. 15 secondes après, il aurait dû... C'est clair. Je dis pas faire 3 changements, mais juste un changement tactique. Peut-être sortir juste un central, faire rentrer directement, je ne sais pas moi, un Papa Matarsar par exemple, et puis tu aurais eu un 4-3-3. Est-ce que ça aurait été différent? Je ne sais pas, mais au moins te serais donné, entre guillemets, les chances d'essayer de faire quelque chose. Et au moins, on aurait pu se dire que Frédéric Antonetti aurait au moins cherché à essayer de changer la physionomie du match. Là, tu as l'impression qu'il a subi un peu. C'est ça. Encore une fois, il a été dans la réaction. T'as entièrement raison. Et d'ailleurs, tu parlais un peu, par exemple, on l'imagine, d'un retour du 4-3-3 hybride qui aurait pu avoir lieu beaucoup plus tôt dans ce match. Ça aurait permis, par exemple, à un joueur comme Boulaya d'arrêter, de revenir comme il l'a fait à chaque fois au niveau des milieux de terrain, parce qu'il voulait, tu sais, prendre le jeu à son compte, parce qu'il voyait que la balle n'arrivait pas des milieux de terrain vers l'avant, tu vois. Et donc, ça l'aurait obligé... Oui, tu vois, ça l'aurait obligé à rester aux avant-postes. C'est ça. Il le fait de plus en plus depuis un mois, et du coup c'est aussi pour ça que maintenant, dans les 30 derniers mètres, il manque énormément de lucidité, parce que le fait de revenir à chaque fois derrière pour essayer d'avoir les ballons,
eh ben, tu manques de lucidité après quand il faut être là, près de la surface de réparation adverse. C'est ça, et donc, alors après, est-ce qu'il a pas confiance au milieu, ou surtout parce qu'il constate que les milieux n'arrivent pas à amener la balle, et il prend ces décisions-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être qu'un 4-3-3 hybride, par exemple, l'aurait obligé à rester devant, vu qu'il y aurait trois milieux de terrain derrière lui, qui en plus auraient pu lui apporter la balle, tu vois. Donc, c'est pour ça que, clairement, ouais, je suis d'accord avec toi, et le manque de réactivité n'aurait pas dû apparaître comme il est apparu, quoi. Dès la 50e, dès le rouge, en fait, de Doku, tout simplement. Réaction, on passe à un système beaucoup plus offensif et on n'attend pas comme il a fait, un peu dans cet esprit d'hésitation qu'on a forever que l'on avait constaté, tu sais, dans le match contre Angers, où on a vu que contre Angers, il a hésité à faire les changements. Il pense, on voyait qu'il allait les faire durant les 60e minutes de jeu, quelque chose comme ça. Il a fait qu'à partir de la 70e et quelques. Et en fin de match, il décide seulement en fin de match de passer au système, tu sais, à 4 défenseurs, un peu en mesure désespérée, tu vois. Et t'as raison, je pense que c'est un peu t'as le sentiment d'une mesure désespérée, en fait. Et pas d'une mesure construite, réfléchie, tu vois. Et c'est là, pour le coup, ça va effectivement contre Antonetti. D'avoir ce genre de réaction. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Metz s'est donné peut-être un peu trop tard les armes pour essayer de revenir dans ce match. Et effectivement, on se fait détruire sur ce troisième but de Guirassy, qui pour le coup, d'après la review des règles que j'ai regardé, normalement aurait dû être sifflé hors jeu, puisque on voit qu'il y a comme une tentative d'interception d'un joueur messin, et que normalement, une tentative d'interception d'un joueur messin, en plus elle est vraiment flagrante, aurait dû aboutir au hors-jeu de Guirassy. Ce qui n'était pas si clair sur le premier but, puisque pour le coup, il n'y a pas vraiment une tentative d'interception évidente de la part du Messin, puisqu'on voit que le Messin en fait rate son dégagement en fait, en gros. Il rate son dégagement, la balle part en fait totalement à l'opposé de là où il veut le mettre. Et donc pour le coup, le troisième but pour moi effectivement aurait pu être, même aurait dû être refusé pour Guirassy. Ça n'aurait pas changé fondamentalement la chose, puisque finalement Yad va réduire le score, mais qu'à la 90e. D'ailleurs, Grenade Forever, j'ai une petite question. On avait dit lors du match contre Lens que bizarrement, Metz obtient le penalty quand il joue haut. Tu sais, le penalty obtenu par Maïga. Le deuxième but de Delaine, c'est quand Metz est haut sur le terrain. Mais un peu les joueurs de Lens sous pression. Tellement sous pression que Cahuzac veut dégager en catastrophe et donne la balle à Delaine. Delaine qui d'ailleurs nous met ce but absolument magnifique. Et là, encore une fois, vous regardez la position des joueurs messins sur le but de Yad, il y a de la présence Messi dans la surface de réparation. Ça te choque pas, toi, entre guillemets, que les matchs passent les uns après les autres? On a la solution, semble-t-il, au fait que quand il faut marquer des buts, la solution, c'est un peu de jouer haut et de presser l'adversaire, mais on ne le fait que par parcimonie. Et que c'est pas une stratégie qui est finalement construite. Je sais pas. Est-ce que physiquement on ne peut pas, on arrive plus. Est-ce qu'on n'y arrive pas ou est-ce qu'on ne peut pas le faire sur toute la durée d'un match et qu'on arrive à le faire seulement que par parcimonie? Ça, je ne le sais pas. En tout cas, ce qui est assez paradoxal, c'est que depuis entre guillemets qu'il y a le retour entre guillemets de tous les cadres, c'est un paradoxe. C'est là où on joue le moins bien. Alors, est-ce qu'il faut avoir un effectif décimé pour justement permettre à certains joueurs de se sublimer et de jouer bien? Je me pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être beaucoup trop Enfin, en anglais... Ouais, vas-y. Le fait qu'en fait, toute la saison, il a quasiment eu, comme il a dit, à faire des choix par défaut. Et du coup, des remplacements où voilà, parce qu'il n'avait pas, en fait, pas trop le choix. Et ça fonctionnait. Et là, depuis qu'il a, entre guillemets, un effectif riche, où il a des choix à faire, il ne les fait pas. Alors, c'est tout le paradoxe, en fait, de la situation. Oui, c'est ça. Alors après, est-ce qu'il n'y a peut-être pas aussi beaucoup trop de joueurs, tu sais, qui tiennent le ballon, si je veux. Tu sais, le fait que justement, tu vois, un Boulaya presque ne fait pas confiance à un Pajot pour diriger le jeu, qui lui-même se sent obligé de redescendre aussi bas des fois pour vouloir organiser de lui-même le jeu. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un petit souci, tu vois? En gros, chacun n'est pas à sa place, en fait. Et que tout le monde veut un peu prendre les choses en main, sauf que tout le monde peut-être se marche un peu dessus, quoi. Un peu ce qu'on a vu aussi, tu sais, dans le match contre Lens, hein, tu sais, où il y avait notamment cette circulation de babal entre Sarr et Pajot, qui s'échangeaient la balle incessamment, tu vois, et chacun voulait avoir un peu la balle pour lui. Bon, c'est vrai que là, pour le coup,
Je pense que la vraie solution à ce problème Grenade Forever, c'est effectivement que très rapidement, il repasse à 4. Qu'il fasse vraiment des choix. Tu vois, qui repasse qui repasse à 4 défenseurs. Ça va obliger vraiment les joueurs à rester à leur place, un Boulaya à rester haut. Et en plus, il pourra mettre tous ces éléments du milieu de terrain, ces bons éléments du milieu de terrain, ceux auxquels il veut vraiment miser. Maïga, Pajot et Sarr dans un élément, tu sais, les 3 milieux de terrain, et donc Boulaya un peu plus en avant pour aider les deux attaquants. Voilà, c'est un peu ça, je pense qu'aujourd'hui, il doit se diriger vers ça. Il faut qu'il arrête à un moment donné de miser sur une stratégie qui ne marche pas, puisque Metz a encaissé 2 buts contre Lens il y a une semaine, et il vient d'en prendre encore 3. En plus, le troisième à 11 contre 10. Non, mais là, de toute façon, il est obligé, ça on le dit depuis 2 matchs, mais maintenant que Metz, voilà, les ambitions sont peut-être revues un peu à la baisse, que l'objectif est des 50 points et d'essayer de garder cette place dans le top 10, autant retenter un système à 4, surtout qu'Endoram revient, et je pense qu'il peut avoir un rôle à jouer sur cette fin de saison, Kevin Endoram, histoire de lui redonner du rythme avant l'année prochaine. Mais non, il faut tenter quelque chose. Le système A5, il faut rappeler qu'il le fait aussi parce qu'on fait de mauvais résultats, mais aussi parce qu'on a une cascade de blessés qui fait que pour se rassurer, on passe à 5 derrière. Surtout Pajot. La blessure de Pajot joue énormément. Voilà, mais maintenant que tous tes cadres sont remis sur pied, que t'as plus que 2 blessés majeurs, mais qui sont dans le domaine offensif, t'as aucune excuse en fait pour ne pas repasser à 4. Alors oui, ça fait chier parce que tu vas devoir sacrifier peut-être un central. Mmh. Mais après, j'ai envie de dire, les 3 sont pas forcément chacun au top de leur forme depuis 1 ou 2 mois. Donc plus de légitimité d'en sortir un depuis 2 mois que 2-3 mois en arrière. Mmh. Et puis ça te permettrait de mettre un milieu à 3. Donc c'est clair. Et donc on en revient à ce qu'on a dit. Il faut qu'il fasse de vrais choix et qu'ils nous disent que ouais, c'est la première fois que j'ai dû faire un choix. Non, là il faut faire de vrais choix pour le coup, tu vois. Des vrais choix tactiques, des vrais choix, c'est-à-dire effectivement sacrifier, pour le coup il va falloir sacrifier vraiment un défenseur. Alors ça fait peut-être pas plaisir, mais il n'aura pas le choix. S'il veut vraiment retrouver cette équipe de Metz qui va vers l'avant et qui a pas peur d'aller vers l'avant et qui subit pas en fait ce qu'elle fait depuis malheureusement de très nombreux matchs. Metz subit et est une équipe à réaction. Sauf que être une équipe à réaction, malheureusement, dans la plupart des cas, ce n'est pas récompensé. Hein. Il y a des miracles où des fois tu es récompensé, mais la plupart du temps, non. Et donc, c'est vraiment un jeu dangereux. Et j'espère effectivement que Antonetti va prendre la mesure des choses. D'ailleurs, en parlant d'Antonetti, et on va un peu terminer cette analyse du match par un peu ce qui s'est passé en après-match, sur le fait que Monsieur Pajot a un peu déclenché une bombe atomique quand il a commencé à dire que Antonetti, à la mi-temps, leur avait dit aux joueurs que la première mi-temps avait été bonne. Ces propos-là sont rapportés par Pajot en interview d'après-match. Honnêtement, Grenade Forever, ok, Pajot peut manquer de lucidité, le match il est perdu, performance personnelle de Pajot très 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 difficile, d'accord ? Mais quand tu dis cela, non seulement tu montres un peu que tu es un peu déconnecté par rapport à ce qui s'est passé durant le match, mais surtout c'est que tu révèles que, entre guillemets, le discours du coach à la mi-temps envers les joueurs, c'était de leur dire vous faites une bonne première mi-temps. Tu penses pas qu'il y a vraiment une déconnexion? Parce qu'en fait, là, Grenade Forever, c'est carrément même plus de genre ouais, moi, Antonetti, je veux protéger les joueurs de la presse, j'en assume, on va dire, je noie le poisson, je noie le poisson, ou alors j'en assume la responsabilité, je protège mes joueurs. Non, là, pour le coup, je dis à mes joueurs à la mi-temps, vous avez fait une bonne première mi-temps. Je rappelle que la première mi-temps, c'est 0 tir cadré pour 0 tir, je le rappelle, et 2 buts encaissés. Est-ce qu'il n'y a pas une déconnexion totale, Grenade Forever, entre les discours et les faits? Ah bah c'est dur, cette conférence de presse d'après-match est très dur à entendre quand tu te places du côté du supporter messin, y compris moi. Alors je sais pas pourquoi il a dit ça, est-ce que lui aussi a manqué de lucidité ou je sais pas s'il a voulu protéger ses joueurs ou quoi que ce soit, ça on ne le saura jamais. Mais il nous a pas habitués à ça dans toutes ces conférences de presse depuis le début de saison, mais ça fait 2-3 matchs, même déjà contre Angers, où tu as senti qu'il est, je sais pas, son discours avait un peu changé, donc je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête ou je ne sais pas. Est-ce que le fait de
que Metz est un peu haut au classement, qu'il y a des trucs à jouer, et que maintenant son discours et sa philosophie ont un peu changé. Ça, on n'en sait rien, mais c'est vrai que t'avais l'impression qu'on n'avait pas du tout vu le même match. Et c'est quand même aberrant de dire des choses comme il a dit. Bah, les choses comme il l'a dit, pour rappeler à ceux qui nous écoutent, des choses comme par exemple de dire mais les faits de jeu nous ont été contraires. Tu vois, dire c'est la faute des faits de jeu. De dire aussi, comme il a dit, et ça pour le coup ça m'a énormément énervé parce que je l'ai mis même j'ai tweeté tellement que ça m'a énervé, quand il dit mais j'ai retrouvé l'équipe que j'aime qui va vers l'avant. Non mais il se moque de nous là, c'est pas possible. Son équipe, son équipe, elle va vers l'avant parce qu'il y a le carton rouge. Mais sinon, la première mi-temps le montre. On est parti sur le même schéma que contre Lens ou contre Angers. Tu vois, on est sur le même schéma où tu ne ressens pas l'envie des joueurs d'aller vers l'avant. Ou est-ce que c'est la volonté, est-ce que c'est la capacité parce qu'ils ne peuvent pas aller vers l'avant, comme tu l'as dit tout à l'heure. On ne sait pas. Par exemple, quand il dit notre touche finale manque un peu de finesse. Non mais il faut s'en déconner. Il s'en déconne. Zéro tir cadré en première mi-temps et tu nous sors notre touche finale manque un peu de finesse. Il dit qu'en fait dans les 30 derniers mètres il manque quelque chose. En fait s'il aurait juste dit ça, qu'il aurait dit on a eu des intentions peut-être de jouer vers l'avant mais dans nos 40 derniers mètres on a eu tellement de déchets que finalement ça n'a donné à rien. Là on aurait pu entre guillemets comprendre. Mais je pense que c'est sa façon d'avoir dit, d'avoir tourné la phrase laisse planer entre guillemets le doute et la confusion dans nos têtes. Bien sûr, oui. J'essaye de voir où il veut en venir parce que à la fin de sa conférence, il dit quand même voilà, on a manqué quelque chose dans les 30 derniers mètres, ce bout de quelque chose qui fait que par rapport à une équipe comme Rennes qui a joué la Ligue des Champions, on ne joue pas encore dans la même cour. Mais attends, mais Rennes a été sur 9 matchs sans victoire avant le match contre Strasbourg de la semaine dernière. Genre, ça n'a pas de sens, tu vois ce que je veux dire, il y a un décalage par rapport à la réalité du moment, en fait, tu vois. C'est là où j'ai l'impression que alors, soit il les protège, ou soit il est à côté de la plaque. Mais enfin, là, clairement, et le problème, c'est que c'est pour moi un peu cette langue de bois ou ce manque de discernement sur ce qui s'est passé. Bah, pour moi, je suis désolé, reprenez à la conférence de presse contre Lens, où il va te sortir ouais, mes joueurs ont un manque d'expérience. Mais attends une seconde, attendez une seconde, monsieur Antonetti, mais Lens, ils étaient où l'année dernière ? Ils étaient où ? Pas mal de ces joueurs de Lens, ils étaient où l'année dernière ? Voilà quoi. Je veux dire, il y a des joueurs. Lens est une équipe qui joue l'année dernière en Ligue 2. Faut le rappeler quand même. Tu vois ? Et donc me dire, oui, on a eu un manque d'expérience sur le terrain, comme justification de ton mauvais contenu de match, ben, il a remplacé ça sur la conf du match contre Rennes par le fait que effectivement on a manqué de finesse. Tu vois, comment tu peux dire ça alors que tu as cadré 2 frappes durant tout le match et la première frappe cadrée à la 87e, la 90e étant le but. Comment tu peux dire ça en fait ? Ça n'est, tu vois, et ça m'a énervé. Je sais que beaucoup de gens ont été énervés d'entendre ces propos-là d'Antonetti. Et moi, pour le coup, ça m'a vraiment énervé. Donc, c'était un point sur lequel j'avais envie de terminer l'analyse du contenu du match en lui-même. Et j'espère ne pas retrouver ce genre de choses pour les matchs suivants. J'espère, je vous avoue que je ne suis pas très optimiste. Mais en tout cas, on verra ce que l'avenir nous dira. Petit point Grenade Forever sur le classement. Bien sûr, le classement de nos Messins. À l'heure actuelle, le FC Metz occupe la 9e place. Puisque, qu'est-ce qui s'est passé dans les autres rencontres ? Donc, cette équipe de Rennes, avec sa victoire, passe à la 7e place. Donc, une progression pour eux. Les autres matchs, Lens a battu Strasbourg 2-1. Donc, Lens est à l'heure actuelle 5e, conforte sa 5e place à 3 points de Marseille qui est 6e. Montpellier a gagné son match 3-1 contre Bordeaux. Et donc, Montpellier aussi nous passe devant grâce à ce résultat positif pour eux. Derrière nous, Angers a fait nul contre Brest. Et donc, Angers a gagné 1 point par rapport à nous. Ils sont à 40 points, nous à 42. Il faut noter quand même, Grenade Forever, que du côté de la deuxième partie de tableau, je pense bien sûr à une équipe comme Nice, Reims, Bordeaux. Bordeaux a certes perdu son match, donc, comme on l'a dit, contre Montpellier et est 13e. Par contre, Reims et Nice, respectivement 12e et 11e, ont gagné leur match. Reims a battu Dijon et Nice a battu Marseille. Donc, attention Grenade Forever, parce que cette équipe, par exemple, de Nice,
qui est 11e, n'est qu'à 3 points de nous. Je pense Non, c'est que le haut de tableau de la deuxième partie de tableau est en train gentiment mais sûrement de nous rattraper, quoi, en fait, hein, tout simplement. Il y a toujours, voilà, c'est un léger écart, mais ça n'incite pas à l'optimisme quand on voit les différents calendriers, et surtout le nôtre, à venir dans. Si on se base sur juste les 2 prochains matchs, avec le peu d'écart qu'il y a, avec 2 défaites, ce sera en soi peut-être pas illogique vu la forme des 2 équipes, tu peux vite, tu peux dégringoler au moins à la 11e, 12e place. Donc là, t'es bien, mais à nous maintenant on est capable, hein, de faire un exploit, on l'a fait à Lyon, mais à nous de mettre les ingrédients pour au moins se donner l'espoir de jouer quelque chose en fin de saison et pas finir la saison un peu, j'ai envie de dire, en autre boudin, quoi, hein. Ouais, c'est ça, un peu dans le haut de la deuxième partie de J'ai pas tableau. parlé Mais... d'Europe, Non, mais absolument pas. et essayer de. Là, au moins pouvoir jouer la 8e place, quoi. Le top Ça 10, serait pas illusoire. le top 10, Voilà, je pense le top que 10. c'est un objectif qui, en parallèle de l'histoire des 50 points, que, encore une fois, c'est pas nous qui disons ça, c'est Anthony qui a dit l'objectif c'est 50 points. Je pense que l'objectif d'un top 10 est aujourd'hui peut-être le plus envisageable au mieux. Malheureusement, tu l'as très bien dit, il y a Monaco qui se profile juste après la trêve internationale. Et après Monaco en championnat, il y aura aussi Lille, tu vois, Reims aussi, Reims qui, pour information, est à 6 victoires derrière nous. Pardon, est à 2 victoires, donc à 6 points derrière nous. Tu vois que Reims peut devenir aussi un adversaire qu'il va falloir éloigner peut-être dans 2 matchs, tu vois, dans 3 matchs plutôt. Donc non, c'est pas fini la saison. Il reste beaucoup de matchs, il reste 8 matchs. Ça n'est pas fini et t'as raison, il faut pas un peu avoir cet esprit de finir en autre boudin comme tu l'as très bien dit, ou alors un peu avec en mode allez on termine la saison, qu'on passe à autre chose, tu vois. Qui serait peut-être le sentiment le plus limite en fait pour cette fin de saison. On va terminer maintenant sur les tops et flops. Pour terminer magnifiquement ce débrief, bien sûr j'attends dans les commentaires votre top et flop à ceux qui nous écoutaient. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis là-dessus. On va commencer par toi, Grenade Forever. J'aimerais que tu nous parles probablement de ce qui a le plus de difficultés. Le top. Quel est ton top de ce match? J'en ai peut-être pas forcément, donc moi je dirais Papa Ndiaye. C'est un choix par défaut. Voilà, il n'avait pas beaucoup de minutes ces derniers temps, voire quasiment pas. Ouais. Là, il est rentré quoi, une dizaine de minutes, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, je vais te dire ça tout de suite parce qu'il faut être très précis. Il est rentré à la 73e minute de jeu. Voilà, donc il joue 17 minutes. On a senti quand même que même si avant son but, tu sentais qu'il avait quand même, qu'il pouvait essayer de t'apporter du danger sur le dernier quart d'heure. Il a essayé de se montrer 2-3 fois. Il marque un but, je suis content pour lui. Donc entre guillemets, le fait qu'il marque son but, ça m'a un peu enlevé une épine du pied à me dire, au moins j'aurais pas à me casser la tête à choisir mon top. Oui, bien sûr. Alors, il profite aussi. C'est vraiment un choix par défaut parce que j'aurais mis personne, hein, ouais, bien sûr, je comprends la difficulté de la tâche. Il profite aussi du changement de tactique où en fait on passe désormais à nouveau à notamment 2 ailiers, tu vois, et donc ça aide beaucoup. Et lui, effectivement, a su un peu tirer son épingle du jeu, en plus en marquant un but. Hein. C'est son 3e but de la saison, si je me trompe pas. Pour Yad, donc une bonne chose pour lui. Moi, je vais un peu jouer la diversité Grenade Forever, je t'avoue. J'ai comme envie de... Alors, je sais que ça peut être contesté, parce qu'il a pris 3 buts dans ce match. Le match de Caillère est pas si dégueulasse que ça quand même, hein, parce que notamment la deuxième mi-temps, il te sort quand même des arrêts qui sont très importants, qui empêchent peut-être Metz de encaisser plus que 3 buts en fait. Hein, si tu vois les arrêts faits en deuxième mi-temps, les face-à-face qu'il gagne en deuxième mi-temps, Metz aurait pu prendre ces 2 autres buts par exemple et terminer la rencontre sur un sévère 5-0 ou 5-1, tu vois. Et en plus, le penalty, il est pas loin de l'arrêter, tu vois, il plonge du bon côté, il a la bonne analyse, tu vois, Terrier droitier, je vais essayer d'anticiper sur ma droite en priorité. Tu vois, c'est dommage, tu vois, donc je joue un peu la diversité. Je suis d'accord que ça peut être contesté comme choix, mais je vais aller sur Caillard pour en faire mon top du match. Et évidemment, on va terminer par le flop, le meilleur, mais le plus succulent. Grenade Forever, quel est ton flop de ce match? Vincent Pajot. Pour ses erreurs, évidemment. Pour ses erreurs, il manque de lucidité sur le penalty. Ça, c'est typiquement le genre de faute que tu fais quand t'es vraiment pas au point physique. Ouais. C'est-à-dire que t'es pas sûr et que tu as un excès entre guillemets d'engagement.
Ça, c'est typique des joueurs qui sont, allez, je dirais à 70 ou 80% de leur forme physique. Puis même, c'est pas le Vincent Pajot. Alors, est-ce que Vincent Pajot, la question va être de se poser, c'est est-ce qu'il n'est bon que dans un milieu à 3 et pas dans un milieu à double pivot? Ça sera réponse dans les prochains matchs. Mais il a clairement pas été bon samedi. C'est pas le Vincent Pajot qui joue vers l'arrière. Moi, ça ne m'intéresse pas. Hein. C'est pas pour ça qu'on l'a recruté. On l'a recruté pour sa qualité de passe, qu'il nous a montré pendant 2 mois et demi là, à son arrivée en janvier 2020. Et sur le début de saison, on a vu un Vincent Pajot en numéro 6 là, pendant 3 matchs. C'était incroyable. Oui, juste pour... Là, il a eu énormément de techniques, Hmm. trop de passes vers l'arrière. Exactement. Et jamais tu sentais qu'il voulait prendre le jeu à son compte, entre guillemets, pour faire remonter le bloc. Je sais. Oui, tu as raison, juste pour préciser, parce que tu parlais notamment de son jeu beaucoup trop latéral ou derrière. Il est parmi les milieux de terrain côté messin, donc il y a en fait 3 milieux de terrain côté messin. Hein. Vous prenez bien sûr lui, donc Maïga et Boulaya. Il est le milieu de terrain qui a joué le moins vers l'avant parmi les 3 milieux de terrain. Maïga a joué beaucoup plus vers l'avant que lui, et même Boulaya, tu vois. Donc t'as raison, c'est un peu ce symbole-là d'un joueur qui a pas assez joué vers l'avant sur ce match, et donc je suis d'accord avec toi effectivement. Et puis effectivement, tu parlais bien sûr du penalty qu'il provoque, hein, donc c'est un motif effectivement pour qu'il soit flop. Et le premier but aussi joue un rôle, comme je l'ai dit plus tôt dans le débrief, où il y a ce manque de suivi de Doku, hein, avec Haïdar, avec Maïga, qui fait que Doku est bien seul pour reprendre cette passe en retrait, et qui permettait donc à Rennes de mener 1-0 à ce moment-là. Pour mon flop Grenade Forever, je vais aller sur la continuité du match contre Lens. Je vais remettre monsieur Frédéric Antonetti, évidemment. Et oui, bien sûr. Parce qu'Antonetti, non, je suis désolé, Fredo. Les problèmes du match contre Angers, qui se répètent dans le match contre Lens, qui se répètent dans le match contre Rennes, non, je ne peux pas accepter cela. Tu vois, je peux pas, en fait. Je peux pas accepter que tu fasses à chaque fois la même erreur, en fait, tu vois. Et le pire, c'est que j'ai hésité avant à un moment donné, je me suis dit est-ce que je vais le mettre en flop ou pas. J'allais faire comme toi, le mettre Pajot en flop. Et quand j'ai entendu la conférence de presse d'hier, je me suis dit ouais, non, il faut que je le mette en flop encore une fois. Tu vois, on était sur les mêmes continuités que Lens, je suis obligé de le mettre en flop. Il s'est encore une fois planté. Hein, il n'a pas su comprendre ce qui avait fonctionné contre Lens, notamment le jeu haut. Finalement, Metz ne l'a fait que par défaut parce qu'il y avait eu le carton rouge. Et en plus, c'est ce qui avait donné le but à la fin du match. Et donc, c'est quand même incroyable de ne pas avoir eu cet esprit-là sur la première mi-temps, qui, je le rappelle, a été une mi-temps catastrophique, 0 tir cadré. Et puis, Rennes te met 2 buts. Donc, il a eu tout faux. Réaction tardive, tu l'as très bien dit. Très tard dans le match, 73e minute de jeu, les grands changements majeurs, changement de tactique. Mais beaucoup trop tard, à seulement 17 minutes de la fin du match, alors que tu es mené 2-0. C'est évidemment un flop pour moi, une fois de plus, pour monsieur Antonetti. On a fini ce magnifique débrief du match entre Metz et Rennes. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires donc votre top et flop, vos impressions générales sur le match, et aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Un grand merci d'avance à ceux et celles qui vont le faire. Grenade Forever, merci beaucoup d'avoir participé à ce débrief. Ah bah merci à toi. Ben, ça me fait énormément plaisir de t'avoir en ma compagnie. Pour les autres, on se retrouvera alors pour un avant-match bien sûr, mais après la trêve, hein, donc on a le temps d'ici là. Trêve internationale oblige, on a le temps bien sûr de reparler du FC Metz pour notamment le match contre Monaco. Vous aurez certainement soit durant la semaine ou alors en début de semaine prochaine une analyse vidéo certainement sur l'un des buts de ce match entre Metz et Rennes. Hein, je vais réfléchir sur lequel choisir, ou peut-être une autre vidéo thématique. Hein, j'ai un peu une petite pensée là-dessus, donc je vous tiendrai au courant bien sûr du choix que j'aurai fait. D'ici là, portez-vous bien et allez le FC Metz.